C'est le plus emblématique des slogans politiques français. François Mitterrand lui doit sans doute une partie de sa victoire en 1981. Il s'agit bien sûr de la force tranquille. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que Jacques Séguéla, le patron de l'agence qui a concocté ce bijou, n'a pas moins de mérite qu'un autre Jacques, Jacques Pillan. On appelait cet homme de marketing le sorcier de l'Élysée. C'est d'ailleurs le titre d'un livre épatant écrit par François Bazin, à qui j'emprunte l'anecdote suivante. Pillan décida de retenir 2 critères, parmi plus d'une centaine, qui lui semblèrent les plus pertinents pour positionner son illustre client. L'écoute et la force. Il place l'écoute sur l'axe des ordonnées, la force sur celui des abscisses. Sur le mapping ainsi défini, Giscard se situe tout en bas à gauche. Il n'a ni écoute ni force. Chirac est en bas à droite. De la force, mais peu d'écoute. Marchais n'est pas très loin. Mitterrand, lui, est en haut à gauche. De l'écoute, pas assez de force. Pour occuper le centre du jeu, pour empêcher les autres de changer de territoire, le candidat doit, pour être élu, conserver sa qualité d'écoute, tout en acquérant la force qui lui fait défaut. Voilà l'intuition du stratège Pillan. Le brief est fait, et avouez qu'il est parfait. Il ne reste qu'à formuler le slogan. Jamais on n'avait analysé à ce point le positionnement d'un homme politique comme celui d'un yogourt. On connaît l'issue. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Mitterrand, en quelque sorte premier yogourt de gauche, élu au suffrage universel par la grâce d'un slogan. Bio, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. 36 ans plus tard, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est a priori ni de gauche ni de droite. C'est un ovni. Emmanuel Macron. Il a une ambition, dépasser les clivages traditionnels et leur pesanteur idéologique. Parce que c'est notre projet! Elle se résume dans un slogan qui se trouve être non seulement le nom de son mouvement, mais, cerise sur le gâteau, reprend les initiales de son nom, En Marche. Du 3 en 1 en quelque sorte. Comme le souligne Raphaël Liorca dans son livre La marque Macron, c'est la promesse d'un mouvement, d'une dynamique, mais sans en préciser ni la destination, ni le but. Concocté par Adrien Taquet, communicant devenu secrétaire d'État et député LREM des Hauts-de-Seine, En Marche donne un coup de vieux à l'idée même de slogan politique. C'est un peu du naming associé à de la conception-rédaction. En outre, l'expression ne comporte que 2 mots. Un mot de moins que Yes We Can. Barack Obama prononce pour la première fois ce slogan le 2 janvier 2008. Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can. Yes We Can va devenir le slogan du candidat. Il va propulser le premier Afro-Américain à la Maison-Blanche. Quelques mois plus tard, Obama reprendra le slogan dans son discours de victoire. Un homme a débarqué sur la Lune. Un mur s'est effondré à Berlin. Une communication mondiale s'est instaurée par notre science et notre imagination. Oui, nous le pouvons. Le slogan du candidat est devenu le credo de l'Amérique. Il se répand sur toute la planète et résonne en particulier dans notre pays. La force tranquille, En Marche, Yes We Can. Si l'on demandait aux Français de quel slogan politique ils se souviennent, je crois qu'il y a de fortes chances qu'ils vous citent ces 3-là. À quoi reconnaît-on un bon slogan politique ? Eh bien précisément au fait qu'on s'en souvienne. Et dans le cas d'une campagne présidentielle, rien ne vaut la victoire pour se rappeler un slogan. Mes chers compatriotes, Chers compatriotes, La deuxième condition, c'est évidemment que le slogan soit bon. Qu'est-ce alors qu'un bon slogan politique ? C'est relativement simple à énoncer, mais beaucoup plus difficile à faire. Le slogan doit reposer sur une idée à laquelle le plus grand nombre puisse adhérer. L'idée peut concerner soit la personne du candidat, soit son programme. Plus le candidat sera perçu comme légitime pour porter cette idée, plus le slogan fonctionnera. On dotera si possible le slogan d'une forme singulière pour favoriser sa mémorisation. Enfin,
On veillera à sa concision, à condition que celle-ci n'appauvrisse pas l'idée. Le slogan de Jospin en 2002, « Présider autrement une France plus juste », comprenait deux idées, une de trop. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Vous l'aurez remarqué, ces quelques règles s'appliquent à la communication des marques en général. Quand vous êtes un slogan, promouvoir un parfum, une couche culotte, une grande cause, un homme ou une femme politique, c'est la même chose. Tous ces produits, entre guillemets, que vous défendez sont en concurrence. Tous s'adressent à des cerveaux humains. Votre humble tâche, en tant que slogan, consiste à créer un pont entre les uns et les autres. Heureusement pour la démocratie et le talent de ceux qui se présentent à nos suffrages, on remarquera que certains candidats ont été élus avec de mauvais slogans. Qui se souvient de la paix et la sécurité, Giscard d'Estaing, 1974. On notera aussi que, même battus, certains candidats ont eu objectivement de bons slogans. En 2002, on reprocha à Christine Taubira d'avoir été l'une des causes de la défaite de Jospin. Ces 2%, ajoutés aux 5% de Chevènement, empêchèrent le Premier ministre de Chirac d'accéder au second tour. Son slogan ? Une République qui vous respecte. 20 ans plus tard, l'expression semble assez visionnaire. Elle s'adresse déjà à une population prompte à la victimisation, une génération offensée pour reprendre le titre du livre de Caroline Fourest. Que dire aussi de « nos vies valent plus que leurs profits », utilisé 2 fois par Olivier Besancenot en 2002 et 2007. Ce slogan anticapitaliste utilise une proposition difficilement réfutable. Elle parle à ceux qui n'ont pas la chance de goûter aux bienfaits de l'économie libérale, bienfaits évidemment confisqués par des actionnaires inhumains. La rime et le rythme ajoutent évidemment beaucoup à la qualité de l'expression. Malgré ces exemples, il y a peu de slogans de campagne présidentielle que retient la mémoire collective, surtout si on les compare aux slogans publicitaires dont chacun peut citer facilement et spontanément certains exemples qui les ont marqués. Il y a 2 raisons qui me paraissent expliquer ce déficit mémoriel. D'abord, ces slogans sont par nature de courte durée. Alors que nos souverains de l'Ancien Régime pouvaient garder leur devise tout au long de leur règne, un slogan en démocratie ne sert qu'à la conquête du pouvoir et ne dure que le temps d'élection. Quelques mois tout au plus, alors que certaines signatures de marques perdurent pendant des années. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, signature préférée des Français, a accompagné le développement d'Air France pendant 15 ans. Ensuite, ces slogans ont un ennemi redoutable que les marques commerciales n'ont pas à affronter. Ce sont les petites phrases. Ces petites phrases qui cognent, ces punchlines comme on le dit aujourd'hui. Spontanées ou souvent préparées à l'avance, elles sont généralement prononcées au cours du fameux duel télévisé d'entre-deux tours où se concentre une audience maximum. Quelques exemples. On ne retient de l'élection de 1969 qu'une expression empruntée au langage populaire depuis le XVIIIe siècle. Elle fut utilisée par le candidat communiste Jacques Duclos, qui affirmait que les finalistes, Georges Pompidou et Alain Poher, ce n'étaient que blanc-bonnet ou bonnet blanc. Résultat, plus de 31% d'abstention au second tour. Giscard a gagné en 1974 bien davantage grâce à « Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur » que pour les vertus de son slogan officiel. Pour avoir entendu cette phrase en direct, à des milliers de kilomètres de la France, au milieu de quelques dizaines d'expatriés, je peux témoigner à titre personnel de l'impact immédiat qu'a eu cette phrase sur les auditeurs, quelle que fût leur opinion politique. Idem, mais cette fois-ci à l'avantage de Mitterrand. Face à Chirac, qui lui rappelle que lors de ce débat, ils ne sont que 2 candidats, le président sortant lui assène un mortel « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. » Après une telle sortie, une prise de leadership aussi dédaigneuse qu'instantanée, le débat était plié. Idem pour Nicolas Sarkozy. Son « travailler plus pour gagner plus » proposition concrète, compréhensible par tous les Français, a sans doute davantage marqué les esprits que « ensemble tout devient possible », énième slogan de rassemblement, bien que parfaitement tourné. Quant à l'anaphore « Moi, président de la République », asséné à 15 reprises pendant 3 minutes et 21 secondes devant le même Sarkozy par François Hollande lors de la campagne de 2012, elle a bien plus frappé
que le changement c'est maintenant, changement qui s'est fait attendre. Slogan piqué en outre à Mitterrand. Comme les slogans, ces petites phrases utilisent le terrain des mots, font souvent appel aux figures du style, renferment une idée, souvent du simple bon sens, mais exprimée brillamment. Mais, différence notable, celles-ci s'affranchissent des règles propres au slogan officiel, la bienséance, la brièveté, le positif. Ce sont avant tout des armes de destruction des autres candidats. Vous l'avez constaté, emmener un candidat à la victoire d'une élection présidentielle n'est pas pour un simple slogan une tâche aisée. C'est un job assez difficile même. Je vous propose dans les podcasts suivants de découvrir avec moi comment ces slogans vont s'en sortir pour l'élection de 2022. Si vous voulez suivre mon journal de campagne et ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Au revoir.